Chapitre 11. Une étonnante sorcière. Sous le coup de l'émotion, de se savoir ainsi surpris en pleine demeure de diablesse par la maîtresse des lieux, Louis s'écarta de Thierry. Par-dessus son épaule, il lorgna avec crainte celle que tous redoutaient. Et faillit bien en mourir de suffocation. À quoi s'était-il attendu? Il n'en savait rien. À quelque espèce de fagot sec et tordu à forme humaine, enfilé à la diable dans une robe assez noire pour donner le cafard à toute une volée de corbeaux? Par là-dessus, il eût planté une figure plus rapace qu'humaine, affublée d'un nez crochu et riche en verrues de toutes sortes. Peut-être, pour peaufiner un peu, l'eût-il gratifié d'une affreuse loucherie et de cheveux qu'on aurait dit tissés par des araignées. Le tout sous un chapeau pointu à vous écorner le ciel. Il fut bien détrompé. Certes, elle était âgée, la maîtresse de maison, mais c'était bien là tout ce qui pouvait la rapprocher de l'image qu'il s'en faisait. Celle qui se tenait devant le seuil et les regardait avec un sourire qu'on pouvait dire chargé de toute la gentillesse du monde était bien tout le contraire de ce que nous venons d'évoquer. Petite, elle ne devait pas mesurer plus d'1,60 m. Il lui gagnait facilement une tête, voire deux. Quant au reste de sa personne, en fait de maigreur, elle affichait une silhouette tout en rondeur, généreuse et gourmande à souhait. Elle n'était pourtant pas grosse ou obèse, comme le chevalier de Marfont, mais de cette opulence bon enfant qui marque les amoureux de la vie et des plaisirs de la table. De noir à vous déprimer les yeux, point non plus, mais une robe de tissu vert et frais, pimpante autant que simple, qui lui allait comme un gant. Pas de nez crochu, encore moins de verrues. Ridée, elle l'était assurément, mais comme un beau fruit qu'on a laissé mûrir dans le bonheur. Sous chacune de ces marques du temps, elle cachait un sourire. C'était la plus charmante, la plus souriante des grand-mères que Louis eût jamais rencontrées. Et il avait beau chercher jusque dans ses yeux verts, où pétillait encore une malice de petite fille, il n'y trouvait pas trace de méchanceté. Quand enfin elle parla, Louis crut entendre gazouiller un pinson. « Eh bien, je vois que les présentations sont faites. » Posant un instant les yeux sur Louis, elle ajouta, chaleureuse, « Notre petit malade a l'air de s'être bien remis. Tu ne l'as pas dérangé, Margot. » Cette dernière se défendit, Némutin en avant. « Chapitre... Non, grand-mère, je te jure. » Et de jeter à Louis un regard le mettant au défi de la contredire, lui promettant 1000 traquins s'il osait le faire. Mais Louis n'avait Dieu que pour la grand-mère en question. Cette dernière, remarquant l'insistance de son regard, et bien assez maligne pour en comprendre l'origine, l'apostropha. « Eh bien, jeune homme, on dirait que tu as perdu ta langue en venant ici. C'est moi qui te mets dans des états pareils. Tu n'as jamais vu de sorcière ?» Louis, qui en aurait presque ri, répondit « Non, madame. » « Il faut un début à tout. J'espère ne pas trop te décevoir. » Elle ajouta, malicieuse. « Et si tu cherches mon balai, il est là-bas dans le coin. Je ne m'en sers pas souvent, alors si l'envie t'en prend, va le chercher et passe-en donc un petit coup partout, tu seras gentil. » Louis, qui se piquait au jeu, heureux de se décharger un peu de tous ses tracas, demanda. « Je croyais que les sorcières s'en servaient pour aller au sabbat voir le diable. » Le petit rire qui échappa à la vieille dame, alors qu'elle refermait la porte, était tout sauf maléfique. « Chacun fait ce qu'il veut de son balai, mon garçon. Si certains veulent essayer de voler avec, libre à eux, je leur souhaite bien du plaisir. Si tu veux mon avis, ça ne doit pas être bien confortable, mais sûrement très risqué. Moi, en tout cas, si je devais voler, je le ferais plutôt avec une bonne chaise. En tout cas, je ne me sers de ce balai que pour nettoyer ma maison. Mais je suis un peu bizarre, peut-être. » Cette fois, Louis, pas plus que Séverin, ne put se retenir de rire. Même Thierry se joignit à eux. Les derniers échos de leur hilarité s'éteignaient à peine que la maîtresse des lieux, courbée dans l'ombre du cantou, lançait par-dessus son épaule, espiègle. « Les vêtements que nous t'avons trouvés, Margot et moi, semblent aller comme un gant. Ce n'est pas trop distingué, bien sûr, mais c'est toujours mieux que l'appareil dans lequel Mestre Galou t'a ramené ici. » Louis demeura un instant interdit avant de se rappeler ce qu'il était advenu de ses chausses et de son pourpoint,
quand il s'était métamorphosé. Ce qui signifiait que... Il octa, les joues soudain rouges à concurrencer tous les coquelicots du monde, palpant inconsciemment les rudes braies de lin qui couvraient ses jambes. J'étais aussi nu qu'un verre, mon jeune ami, alors que Louis n'en finissait plus de virer à l'écarlate, et que Séverin étouffait tant bien que mal un nouveau rire, la diablesse ajouta, avec un sourire désarmant. Et fort bien bâti pour ton âge, si je peux me permettre. Une chance que j'ai gardé ces vieilles chosses, n'est-ce pas, ma filloute? Ce disant, elle coula un regard vers sa petite fille. La jolie rouquine, prise au dépourvu, enfouit tout aussitôt une rougeur d'émoi dans ses boucles reflet feu. Elle a pensé que la roussotte l'avait vu tantôt dans le plus simple appareil, alors qu'il était inconscient. Louis faillit en défaillir de honte, et d'un autre sentiment aussi, encore diffus mais bien présent, à imaginer ce joli brin de goupille toute soufrée qu'elle était, le détaillant de la tête aux pieds. Non, il refusait d'y penser. Renonçant à prolonger le calvaire de Louis et de sa petite fille, aussi empourprés l'un que l'autre, leur hôtesse se dirigea vers la marmite qui glougloutait doucement au-dessus du feu. Attrapant un crochet, elle en souleva le couvercle. L'odeur qui s'échappa de là-dedans sur un panache de fumée blanche vous aurait fait saliver même un ermite. Elle vous rentrait par les sinus pour vous aller droit au ventre, sans passer par la tête. Louis se rendit alors compte qu'il était affamé. S'il ne s'était retenu, il eût plongé la tête dans le grand récipient pour en engloutir sur le champ une bonne partie du contenu, quitte à s'en roussir la langue et le palais. Devançant son désir, la maîtresse de maison lança, touillant ce qui mijotait là à grands coups de cuillère en bois, soulevant quelques fils de fromage fondu à souhait. Vous partagerez bien une bonne portion de patranque avec nous. Je l'ai fait exprès pour votre arrivée. Louis, oubliant de s'en étonner, aurait sauté sur le banc et mis les pieds sous la table, séance tenante, et dire que quelques secondes auparavant, il ne rêvait que de dégarpir au plus vite avant qu'on ne s'avise de le changer en batracien. Mais Thierry, avec des manières de grand seigneur, répondit. « Madame, nous n'avons que trop abusé de votre hospitalité. Je m'en voudrais de vous imposer plus longtemps notre présence. » Un dernier coup de cuillère englué de fromage que Louis lorgnait avidement, et la vieille dame s'exclama. « Ah, misère, j'avais oublié combien les chevaliers peuvent être guindés, tout galou qu'ils soient. » Avec un air de faux reproche, elle menaça. « Vous n'abusez de rien du tout. Quand je ne veux pas voir quelqu'un, je le fiche dehors, qu'il soit homme, bête ou diable. Et maintenant, asseyez-vous donc tous sur ces bancs avant que je me fâche et vous métamorphose en chou pour ma potée du soir. Margot, viens donc m'aider à mettre le couvert, je te prie, ma filloute. » Ainsi fut fait. De mémoire de Louis comme de Séverin, il n'avait jamais fait de repas plus agréable. Ce qui chauffait dans la marmite, c'était bien de la patranque. Et quelle patranque! Le pain en avait été doré à souhait, la tome filée à en faire des nœuds et fondée sous la langue comme miel. Là-dessus, une petite pointe d'ail, juste ce qu'il fallait, venait vous titiller le palais et vous exploser en bouche. C'était un régal. Une patranque, tout le monde peut en faire, mais la réussir comme ça tenait bien de la magie. Elle n'était pas avare dans ses portions, grand-mère Gisèle les resservait aussitôt avec un sourire ceux qui avaient le malheur d'avoir assiette vide. Puis vint le fromage et enfin le dessert, une tarte à l'encala si bien dorée qu'elle vous ravissait d'abord les yeux avant de vous charmer la langue. Quand enfin la Roussotte et sa grand-mère desservirent, aidés par Louis et Séverin, reconnaissant du ventre, Thierry interrogea, curieux. « Comment saviez-vous que j'étais un galou, madame? Je vous sais sorcière, mais à ce point-là. Auriez-vous donc l'oreille du diable ?» La maîtresse de maison se mit à rire, et toutes ses rides avec elle. « Oui, j'ai l'oreille du diable, et peut-être bien ses cornes, si vous cherchez dans mon chignon. » Louis, qui, depuis la nuit dernière, ne s'étonnait plus de grand-chose, en était presque à lui en chercher des cornes quand elle reprit. « Enfin, chevalier, vous êtes bien naïf pour un galou. Du diable, j'en sais pas grand-chose. À tout vous dire, celui-là, moi j'en connais mieux je me porte, mais par bonheur, j'ai encore toute ma tête. J'ai bien vu cette nuit que vous n'étiez pas un visiteur ordinaire quand vous avez frappé à ma porte avec ces deux gosses sous les bras. » Elle désigna la Roussotte de la tête. « Et ce matin, Margot est descendue au village. On n'y parlait que d'une chose, et bien fort encore. La malbeste morte qu'on avait retrouvée dans le champ, devant le château. » Louis se raidia un peu au souvenir de son combat contre la malbeste, de la fureur sanguinaire qui avait été la sienne.
Mais leur hôtesse continuait déjà, accrochant une petite marmite pleine d'eau dans le cantou. Le chevalier de Marfont a beau claironner partout que c'est lui qui l'a oxyse, celle-là. Il y en a beaucoup pour dire que ceux qui l'a abattu avaient croc et griffe et non épée. Elle ajouta, moqueuse. Et puis on le connaît, le chevalier. Il serait pas foutu de chasser un goré dans un enclos, alors une malbeste. Pensez. Elle partit d'un nouveau rire flûté. Enfin bref, je ne sais pas grand-chose des armes, mais je sais bien qu'il n'existe pas beaucoup de créatures pour tuer une malbeste à coups de crocs et de griffes. À part une autre malbeste. Ou des galous. Thierry, impressionné par la perspicacité de la vieille sachante, la questionna encore. Vous le saviez, et vous m'avez ouvert votre porte et proposé de manger chez vous. La grand-mère, qui remplissait plusieurs bols d'eau chaude pour l'infusion, leva un sourcil et lui lança par-dessus son épaule. Eh quoi? Je ne vois pas ce que j'aurais à craindre d'un galou blanc. Vous êtes encore protecteur du royaume, que je sache, si votre pelage n'a pas noirci. Le sens de ces mots, Louis le sentait lui glisser entre les oreilles. Il se doutait bien, pourtant, qu'il y avait là quelque mystère à creuser, et se concentra de nouveau sur la conversation. Mais comment pouviez-vous être sûr que j'étais un galou blanc? Thierry dut attendre que leur hôtesse se soit redressée avec quelque raideur de dos pour avoir sa réponse. Parce que, mon bon chevalier, Margot, ma fille, sois gentille, serre-nous les infusions, veux-tu? Mes courbatures me reprennent, la neige n'est pas loin. Où en étais-je? Ah oui, un galou noir, mon ami. Ne m'aurait pas amené deux gamins inconscients en pleine nuit pour leur trouver refuge. Il les aurait croqués tous les deux et aurait bien essayé de nous grignoter en dessert, Margot et moi. Ça dut tirer le sourire à Thierry, les paroles de cette étonnante sorcière. On sentait bien qu'il n'avait pas dû s'amuser autant depuis belle lurette, tant et si bien qu'il en rajouta un peu. Vous êtes décidément une personne étonnante, madame. Passant d'un sujet à l'autre, il continua, un ton plus grave. Vous pensez sincèrement être en mesure de lui résister si un galou noir vient ici? Alors que la roussotte, que Louis suivait du regard depuis un moment, en coin, sans se faire voir, servait les bols, la vieille et sympathique ensorceleuse rétorqua: Bravache. Toutes les femmes sont étonnantes, chevalier, si on prend le temps de les connaître. Et moi, je suis sorcière, ne l'oubliez pas. Elle ajouta avec un coup de menton vers l'entrée. Mon balai n'est peut-être pas magique, mais c'est du bon chêne. Et dur, vous pouvez m'en croire. Quant à une cruque, c'est une cruque. Qu'elle appartienne à un homme ou à un galou. Quand on tape assez fort dessus, on estourbit son gêneur, même velu. À imaginer cette grand-mère, tout en rondeur et jovialité, fracasser son balai sur la tête d'un galou, Louis en eut presque envie de rire. Ses deux compagnons ne s'en privèrent pas. Et pourtant, quelque part au fond de ce visage sculpté par la gentillesse et le rire, il y avait bien quelque chose de dur et puissant. Après tout, un galou n'aurait peut-être pas eu si bonne partie ici. Le bol, il allait le porter à ses lèvres, l'odeur de l'infusion poivrée et un peu sucrée lui en caressait agréablement les narines, quand la maîtresse de maison intervint. Margot, tu t'es trompée d'infusion pour notre jeune ami Louis. Je te l'ai déjà dit 100 fois, tête en l'air que tu es. Fais attention. Louis, à deux doigts de prendre sa première gorgée, considéra soudain son bol comme une coupe emplie de poison virulent. Quant à la roussotte qui allait s'asseoir, elle se raidit soudain et en devint aussi rouge de joues que si un garçon l'avait surpris au bain. Mais déjà la grand-mère, qui s'était levée, ramassait la tasse de Louis et la vidait dans l'évier de pierre, sous la fenêtre, en ajoutant: Je t'ai déjà dit de ne pas les confondre, ces deux-là, et si tu hésites de me demander. Sur ce, elle versa une nouvelle louche d'eau et y laissa tomber une pincée de feuilles avant de rendre son bol à Louis. Ce dernier, qui guignait du coin de l'œil une roussotte qui n'en finissait plus de rougir sous ses boucles en désordre, à croire qu'elle allait se transformer en pivoine d'une seconde à l'autre, interrogea du bout des lèvres. Qu'est-ce qu'elle m'avait servi? Oh, rien de grave, un remède contre la fièvre des vaches, c'est sans danger, mais tu en aurais été quitte pour un bon mal de ventre, mon jeune ami. Il y eut un silence, et Thierry les observait, lui et la roussotte, avec un curieux sourire. Séverin lorgnait son propre bol d'un regard soudain soupçonneux. La coupable piquait du nez dans sa propre infusion, et Louis avait la vague mais persistante impression que quelque chose lui passait au-dessus de la tête. Ça l'aurait bien contrarié, Louis, de se sentir le dindon de quelque farce qu'il ne comprenait pas, mais le vide dans la conversation lui ramena soudain sur la langue cette question qui le tenaillait depuis le début du repas. Il ne savait pas si c'était bien le moment, et après tout, il s'en fichait éperdument.
Se tournant vers Thierry, qui les dévisageait toujours avec une tendresse un peu mélancolique, lui et l'empoisonneuse en herbe, il lui demanda « Et ma mère, ce n'est pas dame Roberte, n'est-ce pas ?» Comprenant que la trêve était finie et, pleine de tact comme elle l'était, la maîtresse de maison se leva, attrapa la roussotte par l'épaule et lui glissa. « Viens, Margot. Nous avons quelques simples à ramasser et du linge à rentrer avant que l'après-midi ne soit trop avancé. Et ces messieurs ont besoin de rester un peu seuls. » Ça la contrariait, la roussotte, de devoir éloigner ses oreilles en soif d'indiscrétion de la table. Mais celle qu'elle appelait grand-mère se montra intraitable. « Allez, dépêche-toi !» À regret, l'apprentie sorcière au panache rouquin se leva et suivit son aïeul, entraînant les pieds. Si Louis avait tendu l'oreille à cet instant, il eût entendu la maîtresse du logis chuchoter à sa protégée sur un ton de tendre reproche. « Petite idiote, de cette tisane-là, tu n'en auras nul besoin. » Mais Louis n'avait d'yeux et d'oreilles que pour Thierry, un Thierry qui se retenait de rire. Louis, qui ne voyait pas ce qu'une question aussi grave pouvait avoir de drôle, lui en fit la remarque, réprobateur. « Ça vous amuse que je veuille savoir qui est ma mère ?» Le galou secoua la tête. « Non, mais imaginez ton père avec dame Roberte. » Sentant dans le regard de Louis que son éclat de joie était malvenu, il reprit, plus sérieux. « Ta mère, Louis, est dame Stéphanie de Castelroc. » Jamais un simple nom n'avait paru à Louis si précieux. Celui-là, il l'accueillit en son cœur comme une perle sans prix. Presque timidement, en silence, il en fit rouler les syllabes sur la langue. Stéphanie. Elles lui parurent douces comme du miel. C'était un beau nom, un nom plein de grâce et de tendre noblesse. Il l'aima tout de suite, de toute son âme. Ce ne fut qu'après quelques secondes qu'il réalisa vraiment ce que Thierry venait de dire. « Et ? Vous avez dit « et ?» Ce qu'un simple verbe, un simple temps pouvait changer, lui tournait la tête tout à coup. La question lui avait échappé comme un chien qu'on lâche et il avait peur, soudain, de ce que ce chien-là allait lui rapporter. Thierry, le prenant en pitié et visiblement heureux de lui donner à moudre un peu de bonheur, hocha la tête. Elle est, Louis, elle est vivante. Sa mère, sa vraie mère, vivante. Louis dut se retenir pour que de nouvelles larmes ne viennent pas mouiller ses joues. Séverin s'en racla la gorge et, pour se donner une contenance, finit même par boire une gorgée de sa tisane. Au bout de quelques instants, Louis finit par demander « Comment est-elle » Cette question, Thierry avait dû l'attendre. Pourtant, ce fut un peu gêné, hésitant, qu'il répondit. On sentait bien qu'il ne savait pas par où commencer. C'est une femme extraordinaire, Louis. Elle est aussi belle qu'intelligente et de grand pouvoir. Il eut un sourire un peu triste, comme seul peut en causer un bon souvenir à jamais perdu. Tous les grands seigneurs du royaume en ont fait une maladie quand elle s'est mariée avec ton père. Elle l'aimait, tu sais, comme elle pouvait l'aimer. Et elle l'aime encore, comme lui l'aimait. C'étaient bien là les mots les plus doux qu'un enfant puisse entendre. Mais il y avait autre chose dans la voix de Thierry, un sentiment caché qui lui gonflait la poitrine et lui débordait un peu dans les syllabes, quand il parlait d'elle. Louis, ému, l'interrogea. « Vous l'aimez, vous aussi, n'est-ce pas ?» L'aimer, elle, c'est l'aimer lui, Louis. Il ne faisait qu'un. Mais oui, je l'aime. Comment ne pas l'aimer ? Elle est... Il haussa les épaules en misère de mots pour traduire ce qu'il ressentait. Je l'aime comme on peut aimer sa sœur ou la femme de son meilleur ami. Louis, pour qui ces paroles sonnaient avec l'accent de la vérité, ressentit pour le grand Galou un élan d'affection, mais pas au point d'en oublier le principal. Où se trouve-t-elle ? Thierry, la tête et le cœur ailleurs, mit 2 secondes pour lui répondre. À Rocamadour. Ni une, ni deux, maintenant que Louis avait le nom, il trouverait bien la route. Ses pieds l'en démangeaient déjà, pour un peu. Il se serait levé, aurait ouvert la porte et serait parti là, dans l'instant. Sa mère, pensez, sa vraie mère. La voix de Séverin, pleine de bon sens, vint crever sa bulle d'allégresse. Pourquoi la mère de Louis l'a laissé chez le chevalier de Marfont ? Elle ne voulait pas le voir ? Pas le voir ? La belle affaire. Et pourquoi donc aurait-elle refusé de le voir ? Et enfin,
Pourquoi Séverin, disait-il, la mère de Louis? Mais Thierry ne lui laissa pas le temps de s'interroger plus avant. Parce qu'elle voulait protéger Louis, le protéger de ceux qui le recherchent. Ces mots, s'ils tombèrent dans la soupe de bonheur de Louis comme une mouche dans un verre de lait, lui gâtant sa joie tout soudain. Rechercher? Lui? Il avait beau se remuer la cervelle, à s'en échauffer les méninges, il ne voyait pas pourquoi ni par qui. Séverin le devança. Mais que lui veut-on? Et qui ça? Il n'a jamais rien fait, Louis, à part balancer le Gontran dans la rivière hier, et celui-là, il l'avait pas volé. On ne le recherche pas pour ce qu'il a fait, Séverin, mais pour ce qu'il pourrait faire. Une brève grimace de contrariété crocha les traits de Thierry à croire que cette conversation lui peinait tout d'un coup. Il marmonna. Il y a tant à dire, et nous n'avons pas le temps. Louis, pendu aux lèvres du galou, craignait un instant qu'il ne décide de se taire. Il se préparait déjà à batailler ferme, vaille que vaille, et à vous lancer des cohortes entières de suppliques s'il le fallait. Mais ce ne fut pas nécessaire. Thierry avait déjà pris sa décision. Se doutait-il que Louis ne l'aurait pas laissé s'en tirer à si bon compte? Voulait-il épargner à ses oreilles les chapelets de curiosités frustrées qui n'auraient pas manqué de l'assaillir? Ou jugeait-il simplement qu'il leur devait la vérité? Pour le coup, les prenant à trousse-poil, ce fut lui qui les interrogea. Que savez-vous des Galous? Les deux garçons qui, hier encore, auraient à peine osé remuer de la langue pour prononcer ce mot, hésitèrent. Ce fut Séverin qui, le premier, osa desserrer les mâchoires. On dit que ce sont des monstres. On dit qu'ils ne sont hommes que pendant le jour et deviennent loups la nuit. Ils sont forts comme 3 ours et leur pelage est noir comme pois. On raconte des choses terribles, des histoires affreuses sur ce qu'ils font dans les villes ou les villages qui ont résisté au vicomte de Marsac. J'ai même entendu dire que celui-là, il les avait fait venir de la brèche de l'enfer pour le servir. Il se tut un instant, rassemblant ses souvenirs et, s'enhardissant, continua, mais toujours à voix basse et en surveillant les ombres. On dit que leur chef, le baron de Malmort, est un véritable démon, moitié homme, moitié bête, et qu'il est immortel. On dit qu'il a un jour tué et dévoré seul 23 cavaliers en armure, mais je ne sais pas si c'est exagéré. Ça lui sortait de la gorge comme de la bile maintenant, lui roussissait le gosier, car c'était bien vrai que ce genre d'histoire à la veillée dans la vallée, on n'en causait pas. On aimait bien se faire peur les longs soirs d'hiver au village. On a invité en parole dracs, sorcières, fées et diables. Mais des galous, on n'en remuait pas le début d'une syllabe. Sur le sujet, on demeurait curieusement taiseux comme tombe. C'est que ce mal-là, on le savait bien réel et agissant. Même si de galous avant Thierry, on n'en avait jamais vu le museau d'un, on préférait ne pas leur tenter l'appétit à trop leur agacer l'oreille. Mais Thierry le coupait déjà avec un filet de voix, mais puissante et hypnotique, celle de quelqu'un qui va livrer connaissances rares et précieuses. Si c'est là tout ce que vous savez, alors vous ne savez rien, et ce n'est guère étonnant. Il soupira, prenant à plein poumon une bonne goulée d'air. On aurait dit qu'il faisait des réserves à la pensée de tout ce qu'il allait devoir raconter. Ce que je vais vous dire, bien peu le savent encore. Alors qu'il parlait, on le sentait s'éloigner, Thierry. Sa voix tissait ses mots de très loin, les remontant de quelques anciens chants de souvenirs depuis longtemps en friche. Alors ils écoutèrent tous deux, ensorcelés d'oreilles et découvrant ensemble le secret des galous.